Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec une légende du MMA français, Monsieur Michael Lebou, qui nous fait le plaisir de nous accorder un peu de son temps en cette période de confinement. Restez chez vous surtout, c'est très important. Alors, la première question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est alors quelle suite? Parce que là, ton dernier combat, c'était au M1, donc tu étais main event pour la ceinture. Et là, maintenant, il y avait eu l'annonce à Arès contre Mehdi Bagdad. Finalement, ça ne s'est pas fait. Là, où est-ce que tu en es, toi, dans ta carrière? Écoutez, là, moi, j'ai loupé le coche là, de la ceinture, malheureusement, au M1. Donc, comment dirais-je, c'est un peu dommage parce que j'étais sur vraiment une belle lancée sur le M1. Après j'ai signé donc ce combat contre Mehdi Bagdad au Ares. Enfin, on s'était mis d'accord pour combattre contre Mehdi. Et malheureusement, ça s'est pas fait parce que bon, c'était pas abouti. Enfin, ils ont communiqué avant d'aboutir vraiment sur la validation des deux parties sur le combat. Donc du coup, ça se faisait pas. Puis en plus, il y a eu le confinement, donc du coup, ça se serait pas fait non plus. Après, j'étais toujours en discussion avec le Ares, mais on n'arrive toujours pas à trouver encore d'accord sur un combat. Enfin, tout ça, on ne tombe pas d'accord sur ce qu'on va dire sur ce qui entoure tout un combat, sur la prime, les adversaires, tout ça, tout ça. Donc pour l'instant, je suis en off, j'ai toujours pas de date. Puis là, avec le confinement, c'est pas facile pour avoir une visibilité sur le long terme. Et comment ça se passe quand on est free agent, un combattant comme toi qui a connu le M1, 100% fight, et puis l'UFC bien évidemment, les plus grandes organisations. Comment est-ce que ça se passe à ce moment de ta carrière, toi, quand tu gères justement tout ça, les différentes organisations? Parce qu'on imagine que tu parles à Ares, mais que tu parles aussi à d'autres entités. Ouais, après, c'est toujours plus facile en réalité une fois que tu t'es déjà fait un nom, c'est plus facile d'être matché, tu vois, parce que beaucoup veulent t'abattre pour les orgas dans lesquels tu as participé, ils te voient comme un match-up, tu vois. Bon, après, il faut faire attention aussi à ce qu'on te propose et voilà, moi, j'accepterai jamais un combat si je suis pas persuadé de pouvoir le gagner, tu vois. Je prendrai jamais un combat quel qu'il soit si je suis pas sûr au fond de moi que je vais gagner ce combat. Donc après, il y a la réalité du combat le jour J, mais quand je fais ma prépa et tout, moi, je suis sûr que je vais gagner, tu vois. Donc, faut faire attention à ça. Après, comme je dis, moi, j'ai eu la chance d'avoir participé sur des gros plateaux, donc les propositions viennent parfois toutes seules. Après, je conseillerais toujours d'avoir un manager. Vraiment, ça, je conseillerais à tout le monde d'avoir un manager parce que c'est important de ne pas avoir à se soucier de son management et à se poser des questions, de savoir quand est-ce que je vais combattre, où je vais combattre. Voilà, c'est du temps et ce temps-là, on peut le consacrer à plein d'autres choses, quoi. Franchement. Donc après, le problème, c'est qu'en France, en réalité, c'est des métiers qui sont assez nouveaux et à l'heure d'aujourd'hui, je ne vois qu'une vraiment en France qui fait le rôle de manager à 100%. J'en vois qu'un aujourd'hui, tu vois. Euh, qui prend des combats un peu partout en France et qui arrive à faire combattre, surtout là où je vois qu'il est vraiment bon, c'est qu'il fait combattre les combattants dans toutes les organisations pratiquement au monde et pas que dans l'Est, quoi. Donc voilà. Et du coup, tu as pris, t'as pris comme on l'a dit, le BAMA, le M1, le Cage Warriors, l'UFC, tu as tout fait. Aujourd'hui, vu que tu es marqué comme un ancien de l'UFC, probablement, ou que tu ailles, et c'est pour ça que les gens veulent t'abattre, sur quels critères est-ce que tu choisis les combats maintenant? C'est la paye ou ou tu as d'autres priorités? Non, clairement, en fait, moi déjà, il faut comprendre que quand je descends à 70 kilos, ça sera forcément pour performer. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre un combat pour briller, quoi. C'est-à-dire que je vais prendre un combat parce qu'il y a du challenge. Voilà. Ouais. Dans l'ensemble de ma carrière, déjà, j'ai toujours pris des combats qui me donnaient envie, de me challenger et dans lesquels il y avait une vraie difficulté. Après, c'est pareil, c'est que moi, je suis arrivé à un moment où, pour combattre en MMA, c'était forcément à l'étranger. Et donc, quand un promoteur étranger investissait sur moi, entre guillemets, pour me payer les billets d'avion et tout, c'était pas pour me voir gagner. C'était pour faire monter la cote de son poulain. Donc, les combats faciles pour les anciens, il y en a très peu qui ont eu des constructions de carrière dans le MMA en réalité. Donc, aujourd'hui, moi, il me reste pas non plus 10 ans dans le MMA. J'ai
Donc, je n'accepte pas des combats pour combattre, donc à 70 kilos. Donc, si je prends à 70, évidemment que la prime c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas transiger. Après, sur les adversaires qu'on me propose, voilà, j'ai un niveau d'exigence de la prime qui varie aussi en fonction de l'adversaire qu'on me propose. C'est-à-dire que si le mec, c'est un top 50, c'est sûr que je vais être hyper exigeant de façon à pouvoir faire la préparation qu'il me faut, quoi. Donc, après, il y a plein de choses comme ça. Après, les combats que je choisis, en général, c'est vraiment des choses qui vont me faire monter dans le ranking pour finir ma carrière sur le top du top, quoi. Et quand je sentirai que je serai plus en mesure de rivaliser, franchement, je me retirerai tout doucement. Et voilà, quoi. Tu dis à ce moment de ma carrière, pour finir ma carrière, pourtant tu n'as que 32 ans, en soi, MMA c'est finalement assez jeune, mais pourtant toi tu te vois à quel moment justement là, de ta carrière, plutôt je me concentre sur gérer la fin de carrière, ou au contraire là tu es dans un nouvel élan, un second souffle finalement? Bah, le second souffle, je l'ai eu vraiment au M1, j'ai eu un second souffle, c'est-à-dire que j'étais reparti sur un beau truc. Pendant 2 ans, voilà, franchement, j'ai fait des bons combats. Avant ça, j'avais fait un draw contre Bandel. J'avais fait une décision partagée au Bama qui est franchement contestable contre Ryan Scott. Au M1, il m'avait pareil mis une split décision qui était hyper contestable. Bon, après, derrière, j'ai eu la ceinture, tout ça. Et donc là, en fait, j'avais vraiment un second souffle. Mais tu sais, quand tu perds comme ça, même si c'est sur blessure ou pas, c'est du rouge sur le palmarès. Ouais. Et malheureusement, tu vois, ça te réengage sur un cycle d'environ 1 an, 2 ans, parce qu'il faut se combattre, il faut aller rechercher des noms. Voilà. Après, la chance qu'on a là, c'est qu'il y a la légalisation qui arrive. Donc, du coup, ça va quand même ça va créer une aspiration. Enfin, entre guillemets, on va venir chercher plus de combattants français. Mais il faut comprendre que c'est des longs cycles. Quand on dit, ouais, et donc, quand tu ressors d'une défaite comme ça, bah, d'abord, en premier temps, c'est de se faire plaisir, voir où on en est, voir si on a toujours les bonnes sensations, tout ça. Et puis après, on se remet en scène. Mais ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, tu vois, je prendrais pas un adversaire genre qui ne m'apporte rien, quoi. Parce que des victoires, je peux en faire. Pour 1500 €, 2000 €, je vais combattre n'importe où. Je prends le mec, facile, j'ai 5 victoires, je fais un best-of, je suis content. Mais au final, ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est pas ce qui m'intéresse. Et du coup, psychologique. Oh. Ouais, dis-moi. Bah, c'était simplement, en fait, psychologiquement, du coup, comment est-ce que là, sachant que tu le dis toi-même, vu que bon, après, c'est une défaite, c'est au M1 et c'est en gros pour le titre, donc c'est ce qui te fait de mieux en Europe, mais malgré tout, comme tu dis, c'est un rouge. Toi, du coup, t'es comment là psychologiquement? Tu te dis, bah merde, ça veut dire que je repars pour un cycle, j'ai 32 ans, même si c'est encore relativement jeune, bah, ça me fait un peu chier parce que du coup, je sais ce qui arrive et je sais que ça va durer 1 an ou 2 ans. Comment est-ce que tu vois les choses psychologiquement là? Ouais, mais c'est ça. En gros, c'est de se dire déjà, tu vois, là, quand tu arrives dans une orga et que tu signes, tu vois, ça revient au management. Quand tu signes dans une orga, tu connais un peu le roster, surtout les organisations qui ont du vécu, c'est-à-dire que tu sais exactement où tu te situes, plus ou moins, tu vois. Avec l'expérience, tu arrives à savoir. Là, j'ai signé avec aucune grosse orga. À la rigueur, tu vois, il y a qui pourrait m'intéresser? Il y a le Brave qui sont en capacité de financer. Ensuite, il y a le Cage Warrior avec qui je m'entends plutôt bien, mais les primes au Cage Warrior, on le sait, sont assez basses, mais parce que derrière, ils te proposent des vraies portes de sortie pour l'UFC. Voilà, donc là déjà, j'en suis à me dire où est-ce que je veux combattre et on rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, pourquoi je veux combattre. Ouais. Et moi, comme je l'ai dit, il y a un truc sur lequel je ne peux pas transiger, c'est l'argent. Parce que quand je descends à 70 kilos, c'est des sacrifices qui sont énormes. Tu vois. Et quand je dis 32 ans, ça fait vieux, c'est aussi pour ça, pour les régimes. À 32 ans, tu fais tout ton régime de la même manière. Moi, je travaille en parallèle, pas de MMA, et les journées en préparation sont hyper longues. Donc, tu vois, quand tu te lèves le matin, tu vas pousser, tu t'entraînes 2 fois dans la journée, tu rentres chez toi et tout. Tu vois, c'est pesant, tu vois. C'est tout le temps qu'on passe à s'entraîner et tout ça, c'est du temps qu'on ne fait pas pour autre chose. Et ça, il faut en avoir conscience quand même. Et tu t'es posé la question de monter de catégorie, parce que c'est vrai que pour tous les combattants, c'est hyper compliqué de rester à chaque fois au même poids, pour notamment les weight cuts. On a vu Max Holloway, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a eu des Kevin Gastelum qui sont montés aussi. Est-ce que toi, justement, pour concilier cette vie de combattant et ton job à côté, tu t'es dit pourquoi pas monter en 77, même si c'est vrai qu'en 77, tu te retrouves forcément avec des mecs qui, dans la vie de tous les jours, ont des gabarits beaucoup plus imposants?
Ouais, en fait, c'est un peu ça le problème du MMA, je trouve. C'est que entre 70 et 77, c'est énorme. Ouais. 7 kilos, c'est énorme. Tu vois, à un moment donné, il parlait de mettre une KT intermédiaire et pour moi, ça aurait été parfait, tu vois, parce qu'en 3 semaines, je l'atteins. Tu vois, Maintenant, 77, c'est vrai que ça fait un peu lourd quand tu vois que Darren Till, il arrive à combattre à 77, tu vois. C'est en ça que je te parle de performer. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux performer? Est-ce que tu veux pas performer? Si un jour, effectivement, on me propose un combat avec une prime un peu voilà, normale et qu'on me dit à 77, je te propose tel gars, je dis pas que je suis totalement fermé, tu vois. Mais en fait, c'est pas sportivement, je sais que c'est pas là où j'irai performer. Donc, en réalité, voilà, c'est un peu. Après, pourquoi pas finir sa carrière sur des combats un peu comme à l'UFC ils font, tu vois, quand ils finissent leur carrière, ils sont plus à la course au titre et ils font des combats comme ça entre anciens, tout ça, et pourquoi pas, tu vois, ça, je ferme pas la porte. Mais pour l'instant, je suis encore dans l'optique de performer, donc je pense que c'est à 70 que je peux le faire. Et quand tu dis justement la catégorie intermédiaire, tu pouvais la faire en 3 semaines. Là, il te faut combien de temps concrètement pour faire le poids pour être en lightweight? Pour faire un poids propre, c'est-à-dire avec une vraie prépa qui va bien et tout, il me faut 6 semaines. D'accord. Ok. Ok. Et simplement aussi, là, comme tu le dis, tu as un travail en même temps et tu travailles à côté. Et c'est là que c'est compliqué de concilier ton statut d'athlète professionnel, de combattant pro et le travail que tu as à côté. Il y a toujours eu un travail à côté pour subvenir aux besoins financiers ou est-ce que, par exemple, quand tu étais à l'UFC, tu t'étais mis en full combattant et pour quelque temps? Non, j'ai toujours été. Alors, j'ai toujours travaillé, toujours. Après, l'UFC, c'est arrivé très rapidement. C'est quelque chose qui m'a fait évoluer, qui m'a permis d'avoir le niveau actuel. Et je pense qu'il est arrivé un peu tôt dans ma carrière. Après, je regrette pas. Après, à l'UFC, j'ai pas eu de cadeau. Tu vois, c'est très. Des combattants. Je suis venu en face de moi, des vrais prospects bien. Et c'est comme ça, j'ai fait 3 combats en l'espace de 6 mois à l'UFC. Donc ça allait très vite, tu vois aussi. J'ai pas eu le recul suffisant pour peut-être dire ouais non là je préfère pas prendre, je vais prendre le temps tu vois. En fait tout est arrivé trop vite et comme on était un peu la nouvelle vague que l'UFC réouvrait ses portes aux Français et qu'on était avec Taylor à l'époque les premiers à re-signer avec eux, du coup, on n'avait pas les codes. Tu vois, je pense que sur la question, on n'a pas été bon, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, je vais parler en mon nom. J'ai pas forcément été bon dans la prise de recul du truc, tu vois. Dans quel sens? Bah, d'avoir accepté des combats aussi rapprochés. 3 combats en 6 mois, ça fait beaucoup. Peut-être à prendre le temps de progresser entre chaque combat, aller à la recherche de sponsors parce que du coup, ça m'aurait permis peut-être de tirer des mensuels qui m'auraient permis d'alléger mon temps de travail. Tu vois, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles j'étais pas au point, quoi. Vraiment, j'étais pas. Et c'est en ça que je te dis que le travail du management, du manager, c'est aussi ça, quoi. Tu vois, c'est le travail de conseil, tu vois. Mais après, est-ce que l'UFC te mettait pas aussi une pression? Parce qu'on sait que pour les gens qui arrivent et qui n'ont aucun levier, ben, entre guillemets, tu n'as pas vraiment le choix de prendre des combats en short notice et tout ça. Est-ce que tu as senti la pression aussi, peut-être un peu de l'UFC? Alors, après, j'ai pris un combat. Moi, je suis rentré à l'UFC sur un short notice à 14 jours contre Sergio Moraes, tu vois. Derrière, j'ai accepté un combat au mois de juillet, donc c'était 3 ou 4 mois après que j'avais gagné à la décision. Mais j'aurais très bien pu dire que, tu vois, tu peux refuser de temps en temps. Je pense que oui, ça leur casse les pieds et tout, tu vois. Mais je pense aussi que d'un côté, tu vois, euh, bon, ils savent entendre raison, tu vois, ils sont pas non plus intransigeants. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas trop refuser non plus. Et c'est sûr que tous les combattants n'ont pas le même poids, tu vois. Ouais, ça, c'est évident que certains peuvent se permettre d'exiger et d'autres pas du tout. Mais ça, c'est partout, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est même dans le football, c'est comme ça. Hein. Quand tu joues à Sochaux, tu n'as pas le même poids que quand Quand tu Cristiano joues au Ronaldo. PSG. Non, mais, Mm. Et est-ce qu'avec le... Pardon, vas-y. non, je dis c'est un peu la même chose dans tous les sports, je pense. Mhm. Mm.
Et est-ce qu'avec le recul, tu te dis là justement, quand tu étais à l'UFC, ou là par exemple quand tu as fait ton run au M1, qui est une très grosse organisation, on reviendra là-dessus, tu te dis tu aurais pu y aller à fond justement dans ta carrière de combattant professionnel, quitte à justement, on va dire, te mettre entre guillemets en danger en abandonnant ton job de l'autre côté, parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de combattants commencent en se disant bah, je vais, quitte à être un petit peu en difficulté financière au début, mais à mettre tout de côté pour justement ma carrière de combattant. Ouais, après, tu vois, c'est aussi ça. C'est que moi, j'ai commencé le MMA, j'avais, je crois, 21 ans, tu vois. Et j'ai commencé, tu vois, genre en loisir, tout ça, tout ça. Donc, tu vois, le MMA, ça arrivait petit à petit. Vers 25 ans, vers 24, 25 ans, ouais, je voyais qu'effectivement, j'avais des petits niveaux à l'international, mais j'avais déjà mon crédit de maison, j'avais tout, tu vois. Tu reviens pas sur. Enfin, Ouais. c'est trouvé comme ça, tu vois. Donc, j'étais engagé dans certaines choses et je peux pas, tu vois, sur un claquement de doigts, dire vas-y, tu vois, tu t'engages pas tout seul sur des projets. Donc, à un moment donné, il faut savoir. Enfin, voilà, moi, j'ai pris cette décision-là. Maintenant, si effectivement, à 18 ans, je sens que j'avais le niveau de faire quelque chose, ou même peut-être le confort aussi, il faut voir où tu vis, dans quoi tu vis. Est-ce que tu as autour de toi, on peut subvenir à tes besoins en cas de coup dur. Tu vois, je pense que c'est important de penser à l'après. Parce que si tu mises tout sur le MMA et que derrière, bah, tu n'as rien, tu vois. Enfin voilà, après, moi, j'ai été sécuritaire dans ma démarche et je ne regrette pas aujourd'hui, malgré le fait que je pense que si je n'avais pas travaillé, ça m'aurait permis d'acquérir peut-être des résultats meilleurs. Mais en rien, rien ne me dit aujourd'hui que j'aurais pu performer quand même à l'UFC, tu vois. Complètement. Et est-ce que c'est ça aussi, le fait que du coup tu travailles en même temps qui fait que tu n'as pas été peut-être entraîné dans des grosses écuries à l'étranger ou des choses comme ça? Alors, dans les grosses écuries à l'étranger, en fait, je trouve que c'est intéressant d'y aller, tu vois, et tout. Maintenant, je pense sincèrement qu'il est important d'avoir. Je préfère 1000 fois m'entraîner dans une salle où la salle, on va dire que ça gravite un peu autour de toi, ou que des gens soient vraiment intéressés par ton profil et qu'il y ait de l'humain dans ce qui se passe parce que tu as tissé des liens, les gens sont là pour toi, que d'aller dans une grande salle, type Tristar ou pas, et te noyer parmi tant d'autres niveaux, tu vois. Je trouve que c'est important d'aller dans des grandes salles, tester ses compétences et se mettre entre guillemets en danger et s'évaluer, tu vois, te voir te dire, bon, bah, voilà, je suis là, et de revenir à la maison pour travailler. Ouais. Parce qu'en France, on a vraiment on a vraiment un bon niveau sur les disciplines en pied-point, tout ça. Effectivement, en lutte, on part avec un bagage de retard parce qu'on ne fait pas ça dans les cursus Universitaire. étudiants. Tu vois, exactement. On n'a pas du tout ça, cette culture du sport, enfin de ce sport en France, on fait plutôt du ping-pong. Mais après, en réalité, le niveau français en lutte est pas mal. Après, c'est juste que les passerelles n'étaient pas encore faites à l'époque, tu vois. On ne pouvait pas aller à l'INSEP, on ne pouvait pas faire ces choses-là, quoi. Ouais. Et pour toi, là, aujourd'hui, dans ta situation de combattant français, comme tu l'as dit, quand tu allais à l'étranger, généralement, c'était pour faire monter des combattants. Souvent, quand on parle à des athlètes français qui ont monté en même temps que toi, aussi bien Taylor que d'autres athlètes, à chaque fois, c'est vrai que tu as ce côté, tu es obligé d'avoir cet esprit de conquête. Est-ce que là, avec la normalisation du MMA qui arrive, tu n'as pas envie de te dire, je vais attendre un petit peu, voir ce qui se passe, plutôt que de me dire directement après, il y a aussi le coronavirus, bien évidemment, mais une fois que ça repart, plutôt que d'aller à Arès ou dans une autre organisation, au contraire, te dire, je vais attendre un petit peu parce que le Bellator, toutes ces organisations-là, quand elles vont arriver en France, elles auront besoin de grands noms français aussi. Ouais, alors, pour le Bellator, beaucoup parlent du Bellator, tu vois, et le Bellator, le meilleur exemple que je peux donner, c'est de voir comment ils traitent les combattants anglais. Ils ont des combattants anglais qui sont franchement hyper forts. Franchement, il y a du bon level. Et ils combattent une fois, 2 fois dans l'année. Et tu vois, Et uniquement en Europe, ouais. Ouais, et il se passe pas grand-chose pour eux, tu vois, ni en communication, ni. Donc, tu vois, le Bellator, enfin, faut pas non plus penser que ça va être l'Eldorado pour les combattants français, tu vois. Ils vont chercher des places pour communiquer tout ça, mais tu vois, au vu de ce qu'ils ont déjà fait en Angleterre et tout, ça m'intéresse pas trop, tu vois, une exclusivité là-bas, par exemple. Tu vois, c'est pas. Ensuite, oui, je suis tenté. Je suis grave tenté de me dire, vas-y, le confort à la maison et tout, on y a tous pensé d'ailleurs, hein, vraiment.
Après, là, quand je vois, parce qu'il y avait une vidéo qui a été faite là sur la FFB qui expliquait comment ils allaient structurer la Complètement, lors fédération. des assises du MMA, oui. Bah, je peux te dire que ça m'a refroidi et que je suis à la recherche d'une orga qui va me signer parce que je pense qu'on n'est pas prêt de combattre en France. Ouais. Et justement, voilà, parce que j'ai aussi assisté aux assises du MMA, ça a l'air d'être quand même, c'est hyper bien parce que la sécurité prime, mais ça a l'air d'être pas un parcours du combattant, mais assez compliqué quand même, tout le processus, entre avoir son certificat, passer les examens, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est bien parce que c'est nouveau, donc faut créer des bases et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'ils essayent de sortir des sentiers battus, du connu. Donc, je pense aussi qu'ils ramènent un regard neuf sur la chose. Et voilà, en plus, ça se construit. Donc, comme je l'ai dit, je serais plus un élément moteur que, même si je valide pas tout et tout, que quelqu'un qui va qui va pointer du doigt. Après, il y a des choses, sur tout ce qui est amateur, je trouve que c'est pas mal, tu vois. Mais après, je ne comprends pas cette multiplication de niveaux, tu vois. Classe, je crois, il y a 4 ou 5 classes. Ouais, il y a 4 classes, c'est classe A, classe B, promotionnelle et professionnelle. Ouais. Voilà. Alors, tu vois, pour moi, tu vois, je ne comprends pas qu'on revienne sur ce truc qui était bien, c'est classe C, classe B, classe A, tu vois. Je trouve que c'était très bien. De dire qu'on est combattant référencé que parce qu'on est payé, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. En soi, ça n'a pas de sens. Ensuite, j'ai l'impression, tu vois, que comment on va faire, tu vois, je trouve qu'il y a un vide quand il te parle du palmarès que tu vas avoir sur ton passeport FFB, en gros MMA. Et parce que, tu vois, moi, si je combats au M1, j'en ai rien à faire, moi, du passeport. Ouais. C'est pas méchant, mais en gros, donc tous les combats que je vais faire qui vont être référencés au M1 ne seront jamais référencés sur mon passeport MMA Pro. Et on va arriver encore avec des doubles passeports, avec des mecs qui vont avoir 12-0, mais tu vois, qui vont bénéficier peut-être d'un statut. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a des choses à repenser, des choses intelligentes qui ont été dites, et il y a des choses qui me semblent pas cohérentes. Par exemple, j'adhère pas trop sur le fait de passer des grades. Tu vois, le MMA, par essence, c'est un sport dans lequel l'aspect martial est beaucoup plus important que l'aspect artistique. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des katas, on ne va pas faire des démonstrations, on ne va pas faire pour passer des ceintures, tu vois. Il y a vraiment le côté martial qui prime et c'est l'essence même de ce sport. C'est de dire qui est le meilleur combattant. Avec le temps, on a vu que comment dire, en étant fort partout, que on devenait le meilleur. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, tu vas passer ton grade. Alors, si au sol, tu n'es pas bon, tu ne vas jamais avoir ton grade expert, tu vois. Enfin, je ne sais pas trop comment ça va se faire, mais il y a des choses qui vont même contre la nature même du MMA et qui ne se font dans aucun autre pays. Donc, à un moment, il faut se poser des questions. Si ça ne se fait pas dans les autres pays, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent, c'est peut-être parce que, tu vois, ça n'a pas de sens au final. Mais voilà, sinon, je trouve que c'est bien la manière, enfin, de toute manière, c'est bien que ça se légalise et c'est bien que ça se structure et voilà quoi. Après, il y a des choses à redire, c'est sûr. Et puis ouais, prime à la santé des combattants, ça c'est vraiment ce qui est quand même à saluer dans leur démarche. Et justement, quand tu as vu ce qui se passait pour les assises du MMA, moi aussi c'est la première pensée que j'ai eue, c'est que je me suis dit, pour les combattants comme toi qui sont toujours en activité ou qui sont exactement en activité signée ou free agent, tu as cette tentation tout simplement de ne pas adhérer, de ne pas être licencié à la fédération de boxe et de te dire, t'as beau être français, finalement tu ne vas pas adhérer au projet. Et pour toi, c'est un risque possible ça? Bah, en fait, la seule chose, le risque possible, c'est que, alors c'est ça ma question, et tout réside dans ça, c'est-à-dire c'est que une organisation comme l'UFC, quand elle va organiser en France, comment ça se passe? Est-ce que c'est juste sur la base des décrets et du coup, ça se fera jamais avec la FFB, ou est-ce que genre tous les athlètes de l'UFC, quand ils vont combattre en France, devront prendre leur passeport FFB provisoirement, mais comment ils font les formations? Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui me paraissent assez bizarres et qui me semblent pas cohérents avec le niveau, avec le monde professionnel. Tu vois, et je pense qu'ils se sont calés exactement sur ce qui se fait en boxe anglaise. C'est-à-dire que tu as un parcours amateur qui est hyper structuré avec des championnats de France, des championnats du monde et des JO.
Et puis ensuite, tu as le monde professionnel qui n'a rien à foutre des fédérations de boxe, qui sont des professionnels et j'ai l'impression on va partir un peu sur ça. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura légiféré sur le fait de pouvoir frapper au sol, les organisations privées pourront organiser enfin, juste avec les officiels de la FFD, mais point barre, quoi. Il y aura rien de plus, quoi. Mmh. Ouais. Et pour revenir à toi, parce que quand même, là, on a Michael Lebou, il faut revenir à toi. Pour le M1, tu as combattu M1, qui est une organisation, c'est une des plus importantes d'Europe, sinon la plus importante, mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas énormément de résonance. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que c'est que d'être combattant du M1, d'être main event, parce que tu as été main event, de combattre pour la ceinture? Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, pour nous, bien évidemment, on est familier avec le MMA, donc on sait ce que ça signifie, mais c'est vrai que ça doit ouvrir des portes, justement, de dire j'ai été champion du M1 et maintenant je veux partir dans tel ou tel orga ou avoir de nouveaux défis. Le M1, là, ce qui était bien, c'était qu'avec l'UFC, ils avaient quand même une vraie. Le fait que l'UFC organise en Russie, ils avaient fait des accords en off qui disaient que les champions du M1 pouvaient partir à l'UFC, etc. Donc, ça, c'était vraiment le côté. On va dire c'était la carotte. Enfin, entre guillemets, c'est ça. Ouais. Mais après, le M1, moi, j'ai adoré combattre au M1. J'ai adoré, mais avant tout, c'est vraiment, c'est le public. Tu vois, j'ai combattu au Kazakhstan et en Russie, et j'ai combattu Saint-Pétersbourg, Kazan, enfin, j'ai fait quelques villes, Orenbourg, tout ça. N'importe où je suis allé, je peux vous assurer que le public, c'est un public qui est juste, déjà. Franchement, ils sont justes. Quand les décisions sont injustes, ils sifflent. Et puis, c'est des vrais fans de combat, tu vois. C'est des vrais fans de bagarre. Ils aiment ça, ils aiment le MMA. Et on est respecté. On se sent respecté, tu vois. Et j'avais déjà eu ce sentiment quand j'avais combattu en Pologne. Avant de signer à l'UFC, j'avais combattu beaucoup en Pologne. Et c'est un peu pareil, j'ai l'impression que c'est une culture peut-être qui vient de l'Est ou des pays qui adorent les sports de combat. Les combattants sont vraiment respectés. Après, pour revenir à l'organisation même du M1, c'est bien, quoi. C'est cadré et on a tout ce qu'il faut pour être bien, quoi. Et quand tu étais à l'UFC à l'époque, est-ce qu'il y avait, c'était déjà aussi, je sais plus exactement en quelle année, je sais que tu as été sur l'event Pro Cup contre Gonzaga 2, je sais plus exactement quand est-ce que c'était. 2015. Comment est-ce que c'était à l'époque 2015, probablement, de toute façon, monsieur Guillaume l'ordinateur. Mais comment est-ce que c'était à cette époque-là, l'UFC? Et est-ce que des bruits que tu en as entendus, ça a changé depuis au niveau de l'organisation, de la manière dont ils sont avec les combattants? Après, l'UFC, on pourra toujours les critiquer avec les combattants, tu vois, parce qu'ils veulent le meilleur et parce que c'est le meilleur show au monde et parce que même si tu n'acceptes pas certaines choses, il y a 25 mecs derrière toi qui accepteront les mêmes choses. Voilà. Tu vois, faut remettre tout en place et que c'est un rêve de combattre à l'UFC parce qu'ils te donnent quelque chose qu'autre autre organisation est capable de donner. Après, j'aimerais revenir sur une chose, c'est l'UFC, j'ai connu des organisations, j'en ai connu peut-être une quinzaine. Aucune organisation n'arrive à la cheville de l'UFC. Ouais. Voilà, faut être clair sur ça, tu vois. À chaque fois, j'entends l'UFC, ils traitent mal les combattants et tout. C'est pas vrai. C'est-à-dire que sur la logistique, entre le moment où tu arrives à ton combat et que tu combats et que tu repars, l'UFC, ce sont les meilleurs. Quand tu vis aux États-Unis, que tu as signé à l'UFC, tu as des UFC Institute qui sont à disposition. Enfin, l'UFC, c'est un truc de ouf. Il faut arrêter on peut critiquer Dana White sur ses sorties parfois qui sont dures avec certains combattants et tout, mais en fait, c'est le fan qui parle. C'est le fan du combattant qui dit ouais, je trouve qu'il a été dur, ouais. Mais ça, on va dire que c'est l'aspect médiatique. Mais l'UFC en tant qu'organisation et en tant que support athlète, c'est le top. Si tu performes, si tu es fort, l'UFC, c'est le top. Il y aura. Enfin, tu vois, Conor McGregor, Khabib, Fergus, Cowboy, Cerrone et tout, à l'UFC, ils sont bien, quoi. Ils font leur taf. Ouais. Et toi, quand tu étais à l'UFC, il y avait justement cette époque bénie pour certains où il y avait le droit d'avoir les sponsors sur les shorts et lors de la Fight Week. Est-ce que pour toi, tu penses que... Et j'avais parlé à pas mal de combattants français qui me disaient, justement, nous, comme on est en France, il n'y a pas
cette importance des sponsors et qui fait qu'aujourd'hui, avec le Reebok deal, on n'aurait pas perdu tant que ça parce que finalement, c'était difficile de trouver des sponsors. Est-ce que toi, avec le recul, tu te dis, si j'étais resté à l'UFC et combattu en 2018 ou même 2020, j'aurais quand même perdu par rapport aux sponsors que j'avais quand j'étais en 2015? Non, je pense pas. Parce que tu vois, l'UFC, déjà, c'est toujours pareil. Tu vois, le deal Reebok, il t'oblige à porter du Reebok lors de la Fight Week, du mardi au vendredi. Bon, c'est-à-dire que toute ta préparation, training camp et tout, tu pouvais mettre ton sponsor. Dans toutes les interviews qui ne font pas partie de la Fight Week, tu peux mettre ton sponsor et tout. Ensuite, pour revenir à l'ancienne époque où on pouvait porter les sponsors qu'on voulait, déjà, tu ne pouvais pas porter tous les sponsors que tu voulais. Tu pouvais porter les sponsors qui avaient payé les 50 000 euros à l'UFC. D'accord? Donc, déjà, ça te limitait sur les grosses marques. Oui, il y avait plusieurs marques, Venom, Hayabusa, tout ça et tout. Mais quand tu es un combattant qui démarre à l'UFC, même tu portes du Venom, il ne te donnait pas plus de 1 500 euros. D'accord? Et c'est ce que te donne Reebok parce qu'en fait, Reebok te paye à chaque combat à l'UFC. Ça, faut le savoir. Ouais. Alors, oui, en fait, je pense que le gros manque à gagner, c'est pour les combattants qui étaient dans le top 10. C'est-à-dire que tous les combattants du top 10, comme José Aldo, qui avait à l'époque un sponsor avec Venom et tout, lui a perdu beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour les combattants qui rentrent à l'UFC et qui ne font pas partie du top 10, je pense qu'il n'y a aucune et absolument aucune incidence pour eux. Tu vois, il y a certains combattants comme Georges Saint-Pierre avec Hayabusa et tout qui ont dû. Ouais. Et Under Armour. Ouais. Voilà. Maintenant, pour les combattants qui ne sont pas dans le top 10, qui viennent de rentrer à l'UFC, je pense qu'il n'y a aucune incidence, sachant qu'en plus, au quotidien, ils peuvent porter leur sponsor. Et tu vois, tous les petits sponsors, je ne sais pas moi, si tu as le mécanicien du coin et tout qui te sponsorisait, de toute manière, tu n'aurais pas pu le mettre à l'UFC parce qu'il fallait payer un droit d'entrée, tu vois. Et comment ça se passe d'ailleurs pour toi aujourd'hui? Parce que donc c'est ton management qui s'occupe de chercher tous les sponsors et tout ça? Ça, c'est pas du tout toi qui t'en occupe? Alors moi, les sponsors, ça fait longtemps que je m'en occupe. Ça fait 2 ans à peu près que je m'en occupe pas. J'ai quelqu'un qui s'en occupe pour moi. Là, il y a une structure qui s'est mise en place, ça s'appelle Fight Sport Management. Et en gros, moi, je leur ai confié mon image, c'est-à-dire que tout ce qui est sponsor, tout ça, c'est lui qui gère pour moi, quoi. Et ça marche plutôt bien comme ça. Et j'arrive à m'en sortir. J'ai mon équipementier, Ring Cage. Ensuite, j'ai des partenaires comme Clean Hugs qui sont sympas, avec qui on échange et on s'entend plutôt bien. Même humainement, c'est cool de travailler avec eux. Il y a Monster qui rejoint là, si j'ai bien compris. Donc, tu vois, on a des partenaires qui viennent comme ça et qui se greffent au projet et ça, c'est cool. Ok. Et juste, si je peux y aller, Guillaume, en gros, une question aussi simplement par rapport à physiquement. Donc, c'est vrai que tu es encore relativement jeune et en tout cas, pour le MMA, probablement en milieu de carrière, mais humainement, tu es encore jeune. Comment est-ce que tu te sens physiquement et est-ce que tu dirais que tu es vraiment, tu commences à compter un petit peu, à ce que ce soit un compte à rebours avant que tu arrêtes parce que tu commences à être un peu cassé ou est-ce que tu t'en sors bien physiquement? Non, ça va, j'ai pas de blessure. Franchement, je touche du bois parce que j'ai quand même pas mal combattu. Après, on peut quand même. Je pense qu'on peut retirer 5 combats dans ma carrière qui viennent du pancras dans les débuts, qui sont pas vraiment des combats voilà, sur lesquels on peut dire que. Mais j'ai quand même pas mal de combats en carrière et je suis pas cassé, tu vois. J'ai pas besoin d'aller à l'ostéo tous les 3 jours et tout. Après, c'est surtout dans la récupération. Dans la récupération, je sens que je récupère moins vite que quand j'avais 22, 24 ans. Ça, c'est sûr et certain. Mais non, je suis pas du tout, je me sens pas cassé. Physiquement, je fais une vraie prépa physique. Je me suis jamais senti aussi fort physiquement. Après, on voit les jeunes arriver, ça c'est sûr, on les voit arriver. Ils sont beaucoup d'explosivité. Voilà, le meilleur exemple que je puisse citer aujourd'hui, c'est Saladin Parnasse, qui est un monstre. Voilà. Donc, quand tu vois ça, tu sais que bon, bah voilà, il y a quand même du lourd qui arrive derrière et très jeune. Mais non, ça va. Pour l'instant, franchement, ça va. Et est-ce que
Je vous en prie, mon cher Rasta, vas-y. Ce sera ma dernière, promis. Mais simplement, est-ce que tu adaptes, parce que maintenant, je pense que tu le savais depuis le début, mais maintenant on sait qu'au niveau des coups à la tête, ça cause des traumatismes, etc., et que ça peut être gravissime à la fin. Est-ce que tu as adapté petit à petit dans ta carrière au niveau des sparring, au niveau de la dureté des sparring, de leur fréquence? Est-ce que tu as changé quelque chose par rapport à ça? Moi, j'ai une mauvaise réputation. Pour de vrai, j'ai vraiment une mauvaise réputation. En plus, c'est fou parce qu'on dit que je suis quelqu'un qui aime les sparring forts et qui fait des combats où je vais dans le dur. Alors, il y a des combats dans lesquels, moi, je vous demande de citer des combats où, genre, je prends beaucoup de coups ou autre. En fait, il n'y en a pas tant que ça. J'ai pas pris tant de coups que ça. À l'entraînement, j'ai une réputation de blesseur parce qu'il m'est arrivé, c'est vrai, j'ai 2 entraînements dans lesquels il s'est passé des trucs, tu vois. Enfin, il y a eu des blessures, mais voilà, en fait, je suis pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui, comme tu dis, qui va adapter beaucoup au style que je peux avoir en face. Et en réalité, je prends pas tant de coups que ça, tu vois. Je suis quand même, je trouve, intelligent dans ma manière de combattre face aux oppositions de style, tu vois. Et je trouve que j'ai une image qui colle à la peau qui est pas forcément. Et je pense que même on pourrait limite me reprocher d'être plus calculateur que d'être quelqu'un qui va à la bagarre, tu vois. Parce que beaucoup de combats, je me suis contenté d'une petite décision où tu vois, j'aurais pu peut-être chercher un finish, tout ça, tu vois. Donc, c'est plus l'inverse. Mais oui, j'adapte. J'adapte et en fonction de qui j'ai envie, j'adapte. Et en fonction aussi du temps qui file, j'ai adapté aussi, tu vois, parce qu'on acquiert quand même de l'expérience, on a une meilleure gestion du round. 5 minutes, je sais pas comment dire, j'ai même pas besoin du temps pour te dire où j'en suis dans mon round. C'est devenu des formats qui sont ancrés en moi, tu vois. Moi, les 5 minutes, je sais exactement à quoi, Ouais, à tu as quoi une ça horloge correspond. biologique, quoi. C'est ça, en fait. C'est à force de tourner, en fait, on sait exactement où on en est, quoi. Et tu parlais justement des différentes organisations que l'UFC représentait la crème. Il y a aussi cette question, cette fameuse question du dopage, où j'imagine que tu as dû te retrouver dans des organisations de l'Est de l'Europe ou ailleurs face à certains spécimens qui avaient peut-être pris des produits qui étaient plus ou moins interdits. Toi, comment est-ce que tu gérais ça? Parce que tout au long de ta carrière, voilà, tu as été un combattant entre guillemets normal, et c'est vrai que de temps en temps, on peut voir certains combattants, on se dit, ouf, c'est un peu bizarre ce qui se passe là. Ouais. Alors, franchement, sur le dopage, tu vois, le seul truc qui m'embête avec le dopage, c'est que en réalité, c'est que quand tu te dopes, tu engages, euh, tu engages ton capital santé. C'est-à-dire que personne ne sait aujourd'hui, celui qui se dope, ce qu'il risque d'avoir dans 10, 15, 20 ans. Donc à partir de là, moi j'ai fait le choix. C'est vraiment un choix. C'est même pas sportif. Hein. C'est même pas sportif. C'est ça le pire. C'est que j'ai fait le choix de pas me doper parce que je veux pas avoir des problèmes d'hormones. Je veux pas avoir des problèmes de cancer. Je veux pas avoir tout ça dans 20 ans pour des primes de 10 000 euros, 10 000 euros, 12 000 euros. Et encore ça, c'est quand tu es dans le haut niveau. C'est-à-dire que ça me voilà. Après, très jeune, j'ai vu, je ne veux pas citer de nom, mais j'ai combattu une fois en pancrace en France, un adversaire qui s'était dopé, mais avec des produits qu'il ne maîtrisait même pas. Son cœur, il ne redescendait pas, il restait haut dans les tours et il a fini sur un brancard avec le SAMU. Tu vois, même pas pour 500 euros, tu vois, à l'époque. Après, en Pologne, je peux t'assurer que tous les mecs que j'ai affrontés étaient chargés. Là, et au M1 aussi, j'ai vu des trucs bizarres dans certains vestiaires. Mais encore une fois, je le redis, en France, si tu regardes en certains Français, si tu cherches un peu, il y a des Français qui sont interdits de compétition en pancrace parce qu'ils se sont dopés, tu vois. Moi, une fois que j'ai combattu en pancrace en France, c'était au GFA. On a été tous testés, tu vois, tous les combattants. Moi, j'étais content d'être testé, tu vois. À un moment donné, tu vois, il faut être content parce que, et c'est en ça que je dis, il faut être transparent, tu vois, et je suis pour les tests et la multiplication des tests parce que c'est une bonne chose. Et en plus, dans le dopage, tu vois, là où les Américains sont un peu fourbes, c'est qu'eux font de l'équilibrage. C'est-à-dire qu'ils sont même pas, sont tellement dans quelque chose de supérieur qu'ils équilibrent leurs seuils pour être dans les moyennes hautes. Et alors que déjà, quand tu es dans la moyenne haute, c'est parce que tu forcément, tu as pris quelque chose qui n'est pas qui est interdit en gros.
Et pour toi, par rapport à ça, est-ce qu'il y aurait entre guillemets, une solution? Parce que c'est vrai que les combattants français, chaque fois qu'on parle avec eux, bah, il y a cette notion de faut pas, qui performe bien évidemment, c'est faut pas se doper parce que c'est mauvais pour la santé. Et puis nous, on fait juste le choix d'avoir des compléments alimentaires, on va dire normaux, alors qu'aux États-Unis, je ne vais pas dire que tout le monde se dope, mais comme tu dis, il y a le rééquilibrage qui fait que quelque part, tout le monde est optimisé au maximum avec des choses auxquelles en France, on n'aurait pas du tout accès. Et quand toi, tu arrives dans la cage, tu as un mec qui est dans une situation comme ça, et toi, tu es normal, tu n'as pas pris de risque avec ta santé, mais finalement, c'est ta santé qui est en jeu parce que c'est un sport de combat. Oui, alors tu as raison, mais euh, dans le combat, on met notre santé en jeu, entre guillemets, c'est ça que tu dis, et que le Ouais. mec soit dopé peut me faire plus mal qu'un autre. On part de là. À partir du principe où tu rentres dans la cage déjà avec un mec qui est dopé, c'est un mec qui part du principe où sans dopage, il est moins fort que toi. Ou du moins, qui se sent moins fort. Donc il y a aussi une part psychologique, c'est une sorte d'aveu de faiblesse. Ouais. Vraiment, moi, je pars du constat où après, tu as les mecs qui vont justifier en disant ouais, mais tout le monde le fait. D'accord? Et moi, tous les Français qui n'avoueront jamais s'être dopés, mais que je sais s'être dopés, franchement, trouve-moi un Français qui performe de fou en MMA. Eh ben non, tous ceux qui performent de fou se retrouvent à l'UFC, sont testés de manière négative, c'est-à-dire qu'ils ne se dopent pas. Donc, je pars du principe où le dopage, c'est pas une solution, surtout le dopage de manière par des médecins ni rien. Après, va savoir si avec du rééquilibrage encadré par des médecins, tout ça, et qui garantit au mieux ta sécurité, ce sont des choses qui vont t'aider à performer plus. Ça, je peux pas te le dire. Mais je pense que ça, encore une fois, il faut avoir les moyens pour se l'offrir et que tant que tu n'as pas percé, tu peux pas, quoi. Après, franchement, j'invite vraiment tous ceux qui écouteront à jamais tomber dans ce truc-là parce que je pense que c'est le début de la fin, tu vois. Je pense qu'une fois que tu as goûté, il se peut que tu te dises ah ouais, mais là, je me suis senti mieux et tout. Et du coup, bah, après, bah, pourquoi, une fois que tu t'es senti mieux, effectivement, imagine, tu vois, je sais pas, moi, si demain je me dope et que je fais une performance de malade, et tu vois, la tentation est trop grande. Ouais. Tu vois, enfin, vaut mieux Non, c'est éviter sûr. tout ça. Vaut mieux éviter tout ça. Et le meilleur moyen d'y remédier, pour moi, c'est de contrôler systématiquement. Tu vois, ça, c'est un truc qui ne me choquerait pas qu'en France, on oblige, tu vois, on est en train de travailler sur la légalisation du MMA. Et ben ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment qu'il y ait des contrôles obligatoires avant et après combat. Et voilà. Et ça, c'est vraiment le truc, tu vois, qui me semble juste, vraiment juste pour l'éthique du sport. Et pour toi, pourquoi est-ce que l'UFC est la seule organisation au monde à tester systématiquement tous les combattants et à avoir un partenariat avec l'USADA? Parce qu'on pourrait se dire c'est normal finalement. Non, après, l'UFC, il y a aussi, faut voir un peu ce qui se passe à la NFL, tout ça, tu vois. Il y a eu des sports où le dopage était tel que ça engageait comment dirais-je, la santé des combattants et que là, dans le temps, certains médecins ont tiré la sonnette d'alarme et donc, du coup, l'UFC, bah, après, comme je dis, l'UFC, on peut les critiquer. On peut les critiquer et tout, mais en réalité, tu vois, c'est quelque chose de, comme tu le dis, qui est assez unique parce que ça représente un coût. C'est vraiment un coût Ouais. qui est supporté par les organisations. Mais ils le font et on voit que même quand ça va à l'encontre du sport, ils continuent à le faire. C'est-à-dire que John Jones est quelqu'un de très bankable. Ils lui sont tombés dessus et malheureusement, tu vois, ils lui ont pas pardonné. Romero, pareil, pendant un an, il a été suspendu. Enfin voilà, vraiment, il contrôle tout le monde. Donc encore une fois, l'UFC, je pense qu'ils le font parce que ils ont besoin d'avoir cette image de combattant clean et aussi parce qu'ils ont les moyens de pouvoir le faire. Ouais. Et j'avais une question aussi par rapport au fait que, pour revenir à toi, tu as combattu sur quasiment toutes les plus grosses organisations européennes, en plus de l'UFC. Est-ce qu'il y a une raison particulière, et si oui, laquelle, pour laquelle tu n'as pas été en Asie, au One ou au Rising ou quoi que ce soit? Bah, en fait, au Rising, j'avais pas les contacts, tout simplement. Et au One FC, il y a un truc qui me saoule un peu au One FC, c'est l'histoire des 3 pesées. Ouais, tu vois, c'est vraiment une galère, tu vois. Tu fais une pesée, ensuite pour faire une pesée, tu vois. Dans ce cas-là, il faudrait que je monte de catégorie de poids. Ou voilà, tu vois, parce que ça, c'est vraiment galère pour les poids.
Ouais. Est-ce que tu peux juste... Ouais. Est-ce Parce que que tu non, peux j'allais du dire coup... que t'as beaucoup de déshydratation et du coup, quand je me réhydrate, moi, je peux pas me réhydrater, tu vois, de manière par palier, tu vois, c'est trop compliqué à gérer. Mhm. Ouais. Ok. Et, ah oui, d'accord, je Est-ce croyais que... que notre cher host, notre cher host avait une question. Et moi, c'était pour poursuivre sur la situation finalement des combattants français, où toi, voilà, tu fais partie des fiers représentants du MMA français. Est-ce que pour toi, les prochaines années, il va y avoir d'énormes changements pour les athlètes français, ou au contraire, tu t'attends plutôt à quelque chose où, ok, le MMA va être légalisé, il y aura peut-être un petit peu plus de pratiquants amateurs, mais sinon, pour les pros, on va observer la même chose que ce qui se passe depuis quelques années. Alors, je pense que ça va changer pour l'élite. Alors, l'élite de l'élite, c'est-à-dire vraiment les meilleurs, que peut-être que tu vas avoir, je sais pas moi, une marque d'automobile qui Bah se oui. mettra dans le game et qui va sponsoriser un gars, ou tu vois, il va y avoir des exceptions, mais je pense que pour 80% des combattants, rien ne va changer, voire même 90% des combattants, rien ne changera. Voilà. Mhm. Et je pense qu'en fait, le parcours du combattant, le parcours le plus difficile pour le combattant, c'est d'arriver au haut niveau et de commencer à performer. Et qu'en fait, les sponsors s'intéresseront aux combattants qu'à partir de là. Et donc, du coup, ça restera toujours aussi difficile d'arriver à ce stade avant d'avoir le confort financier. Mhm. Donc, Et il y a, ça reste quand même assez vicieux comme système, quoi. ouais. Et il y a une organisation en France donc, qui est le 100% Fight, où quasiment tous les talents français y sont passés, toi y compris. Pourtant, depuis l'annonce, on va dire, de la normalisation, on va dire, ils sont assez peu présents. Est-ce que tu penses que cette organisation-là, c'est peut-être elle qui va vraiment le plus bénéficier de cette légalisation? Bah, En fait, tout va dépendre de la levée des fonds aussi à un moment donné. C'est-à-dire que le 100% Fight bénéficie de son expérience. Et quoi qu'il arrive, quand tu regardes par exemple les contenders, là, ils sont en train de les mettre justement en confinement, et tu regardes tous les champions des différents contenders, tu vois qu'en réalité, tous les combattants qui ont performé pratiquement à l'heure d'aujourd'hui sont passés par le 100% Fight C'est ou le ça. contender. Par exemple, Ngannou, Taylor Lapidus, Mansour Bernaoui, Morgan euh, Charrière, Saladin Parnasse. Morgan Charrière, Arnold Quero, David Beer, enfin tous les meilleurs combattants français ont combattu au 100% Fight, et j'en oublie. J'en suis désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que donc c'est entre guillemets une sorte d'organisation inévitable à l'heure actuelle pour, on va dire que pour recenser un peu les Français, les meilleurs Français. À l'heure d'aujourd'hui, le 100% Fight, c'est une orga qui est pour les Français, un peu comme le Cage Warrior en carte préliminaire, qui va être que pour les Anglais. En carte préliminaire du Cage Warrior, on a souvent que des Anglais qui affrontent des Ouais. Anglais, etc., etc. Et dans les main cartes, ça commence à être international. Elle, le 100% Fight, elle est dans la phase où, comme on est en pancrace, toute sa carte est entièrement française, et du coup, on arrive à avoir. Donc, je pense que déjà, la légalisation du MMA va permettre au 100% Fight de créer des cartes internationales sur ces 3-4 derniers combats, c'est-à-dire sa main carte, et du coup, va lui apporter une visibilité supérieure. Ensuite, aujourd'hui, elle est légitime pour se positionner en tant que numéro 1, mais il ne faut pas oublier que derrière, rien n'empêchera le Cage Warrior de venir en France, rien n'empêchera l'UFC de venir, le Bellator de venir, tout ça. Donc, je pense qu'en fait, le 100% Fight va rester dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire faire sortir les talents français avec des petites cartes internationales, mais que ça ne sera pas la multinationale qui va faire les événements à Bercy, tout ça, quoi. Il va rester, je pense, dans ce qu'il sait faire, multiplier peut-être les événements. Et effectivement, ça va rapporter peut-être un peu plus de spectateurs ou un enthousiasme particulier, mais je ne pense pas que ça change sa stratégie d'organisation non plus. Et c'est hyper intéressant parce que toi, tu parles avec une certaine sagesse du business du MMA, puis notamment de l'UFC, alors que tu es parti après 3 combats, mais tu as l'air de comprendre finalement tous les ressorts un petit peu du sport. Et toi, est-ce que justement le fait que tu sois parti de l'UFC après 3 combats sans avoir, justement, t'en as accepté très rapidement, il n'y a pas eu une grosse contre-performance ou quelque chose qui fait ah oui, bah effectivement, c'est normal qu'il soit fait cutter. Est-ce que toi, avec le recul aujourd'hui, tu te dis finalement, c'est normal qu'il m'ait donné ma chance et puis qu'ensuite je sois parti à la fin de ce premier contrat?
Bon, après, il y a quelque chose que peu de personnes savent, c'est que en réalité, quand j'ai signé, moi, j'ai signé 4 combats à la base. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, à la fin du troisième combat, donc juste après mon combat, comment dirais-je, je devais aller à Las Vegas une semaine, tout frais payé par l'UFC, contre la campagne USADA. C'est-à-dire D'accord. qu'on devait aller là-bas, il y avait tous les athlètes et tout et tout. Moi, quand j'avais fait ma prépa contre Stevie Ray, j'avais une personne de ma famille qui était malade, qui était à l'hôpital et tout et tout. Et du coup, après mon combat contre Stevie Ray, tu vois, j'ai dit, je vais prendre du temps. J'en ai pas pris pendant toute ma prépa. Et donc, du coup, je préfère annuler ce voyage à Las Vegas, etc. Donc, je venais de perdre, j'avais la déception et tout et tout. Et on m'a dit, ouais, tu es sûr de toi et tout, est-ce que tu veux annuler et tout? Parce qu'ils ont déjà pris tes billets, ils ont réservé la chambre et tout. Je dis, ouais, je préfère. Et donc, du coup, j'ai annulé. Et à peu près un mois après, j'ai reçu cette lettre. Donc voilà. Après, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, Ouais. mais il y a quand même eu cet événement qui, je pense, a pesé dans la balance. Parce que quand tu regardes aujourd'hui les performances de Stevie Ray et Sergio Moraes, c'est-à-dire qu'il était un finaliste du TUF à 84, tout ça, que j'ai pris en short notice, il y a pas, j'ai pas à rougir des performances que j'ai pu faire, comme tu dis, et je pense qu'ils se sont pas basés que sur Ouais, que les les performances performances. sportives. Voilà. Donc, avec le recul, voilà. Après, moi, je regrette pas mon choix à ce moment-là, parce que si s'était passé quelque chose, je m'en serais voulu. Après, voilà, c'est des choix difficiles et je les assume. Et voilà, aujourd'hui, je l'assume et après, je peux les comprendre du coup. Mais voilà, après, je regrette pas mon choix. Et est-ce que tu penses que pour un combattant français, aujourd'hui, comme toi par exemple, tu aurais intérêt à revenir à l'UFC ou au contraire aller dans d'autres organisations où j'imagine tu vas pouvoir gagner plus d'argent et être quand même face à des adversaires compétitifs parce que comme tu le disais, l'UFC ils ont un tel roster et si toi tu dis non, bah tu as 25 autres mecs derrière, surtout quand on regarde ta catégorie, il y a énormément de gars alors que par exemple quand tu arrives à Ares, bah ils mettent le poster, ils peuvent faire un super fight avec toi contre Mehdi Bagdad ou quelqu'un d'autre ou pareil si tu arrives au cage, enfin peu importe l'organisation quasiment à part l'UFC aujourd'hui, ils ont Michael Lebou, c'est un gros truc alors que l'UFC, tu peux te dire, quand tu regardes le roster justement lightweight qui est absolument monstrueux, ça peut être plus compliqué. Mais pour toi, c'est plus prestigieux. Ouais, alors, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vaut mieux être dans une salle où tout gravite autour de toi ou dans une salle où tu es noyé dans les compétences? C'est un peu ça. Après, il faut savoir quand même à l'UFC, minimum que tu prends, c'est 10 plus 10 Ouais. plus 1500 euros de sponsor. Donc déjà, tu peux être sûr que 80% des propositions qu'on te fera ne seront jamais équivalentes à ça. Ah d'accord, Tu vois, ok. donc, à moins après, tu commences à aller au KSW, au M1, peut-être au Brave, tout ça. Oui, il y a des organes qui proposent. Mhm. Après, il est parfois, par exemple, ce que je dis, c'est que le roadster du Bellator, ou de l'ACB, ou de l'ACA, pardon, maintenant, de l'ACA, est plus compliqué encore que le roster de l'UFC. C'est-à-dire qu'à l'UFC, ce qui est vraiment difficile, c'est quand tu arrives dans le top 15. Notamment à 70 kg, le top 15 est légendaire. Mais par contre, C'est ça. Ouais. en dessous du top 15, c'est largement prenable. Par contre, alors que quand tu regardes le top 10 de l'ACA, c'est quelque chose qui rivalise largement avec ce qui est en dessous du top 15 de l'UFC. Donc, tu vois, tu as aussi ces questions-là à poser. Et je pense, tu vois, si je devais faire un choix, je préfère 1000 fois signer à l'UFC à l'heure actuelle. Et à ce moment-là aussi de ta carrière, est-ce que tu penses que raisonner en contrat justement d'une organisation qui propose 4 combats, c'est quelque chose que tu recherches ou tu vois combat après combat et tu cherches pour justement ne plus avoir ce que tu disais, un espèce de cycle d'1 an à 1 an et demi pour revenir sur une série de victoires que tu préfères te dire, bon bah là je vais faire ça, là je vais prendre cette ceinture-là. Ouais, non, le mieux c'est quand même, tu vois, ça c'est pas mal de signer des multi-fights. Après, il faut faire attention que tu ne sois pas bloqué, tu vois, par exemple, que tu demandes une clause SOUFA, tout ça, bref. Il y a des choses à demander. Mais ce qui est pas mal quand tu signes 2-3 combats ou 4 combats dans des orgas, comme je te dis, qui sont déjà installés et tout, c'est que tu connais le roster. Donc, tu sais exactement comment tu veux, où parvenir, quel est ton objectif et tout. Et ça te permet de structurer un peu ton plan de carrière sur 2 ans ou sur 1 an et demi, tu vois. Ça, je trouve que c'est pas mal. Après, c'est sûr que si le contrat est pas intéressant, faut pas s'engager. Ou si tu
pense que l'organisation va avoir des petites organisations ou autres, ça sert à rien de s'engager sur 4 combats, clairement. Mhm. Et tu disais en tout début d'entretien que justement, toi, chaque fois que tu acceptais un combat, c'est parce que tu savais que tu allais le gagner. Pourtant, il y a énormément de combattants dans les interviews quand ils ont justement un title shot qui arrive en short notice ou une grosse opportunité financière, même s'ils savent que ça va être hyper compliqué, ils l'acceptent. Est-ce que toi, c'est parce que tu n'as pour l'instant jamais été dans cette situation-là ou au contraire, c'est parce que tu veux vraiment avoir calculé tous les risques et te dire, bon, bah, quand j'y vais, je sais que c'est parce que je vais performer? Bah, après, il m'est arrivé d'accepter des adversaires qui, quand je les regardais tout au début, je disais putain, il est chaud, tu vois, et ça va être dur, tu vois. Mais en fait, c'est qu'à partir du moment où je prends ma décision, c'est-à-dire où je dis ouais, ben, il est prenable, tu vois, il est prenable, bah, à partir du moment où j'ai basculé de il est prenable à je vais le gagner, tu vois. Et toute ma prépa est basée sur ça. C'est-à-dire que j'ai dit il est prenable. J'ai donc analysé le fait que bon, il soit plus ou moins performant. Derrière, j'analyse tout ce qu'on va me donner pour ce combat, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait que j'accepte ou pas ce combat qui est difficile. Et à partir de là, je me dis c'est bon, j'accepte ou j'accepte pas. Et si j'accepte, c'est que je sais que je vais gagner au fond de moi, tu vois. Enfin, il y a la réalité du combat. Mais jamais de ma vie, j'accepterai un combat qui va sûr de gagner, tu vois. Et comment est-ce que justement, on entend aussi beaucoup de combattants qui sont beaucoup dans le moi personnellement, de toute façon, je sais que je suis le meilleur, qui ont presque une vision un peu distordue de la réalité, où ils sont prêts à prendre n'importe quel combat, etc. Comment est-ce que tu fais pour garder ton ego comme tu viens de le dire, tu vois de façon objective où est-ce que tu en es pour savoir où exactement quel combat tu peux prendre. Comment est-ce que tu fais pour garder ton ego à ce niveau-là d'être les pieds sur terre, quoi? Bah, déjà, il faut s'entourer de bonnes personnes, tu vois. Il faut, parce que effectivement, euh, il faut pas avoir peur d'avoir quelqu'un à ses côtés qui puisse te dire que c'est pas le moment, tout simplement. C'est pas que dans ta vie, jamais ce mec-là, tu pourras le battre. Personne te dira ça, tu vois. Mais que là, tout de suite, par rapport au fait que, bah, je sais pas, tu es sur une défaite ou tu es sur une période où voilà, tu es sur le déclin, ou je sais pas, tu vois, peu importe, mais il faut savoir s'entourer, quelqu'un qui lit en toi, qui regarde tes compétences, tu vois, tu jauges avec lui. Donc déjà, si cette personne te dit que ça va être compliqué, bah, il faut savoir écouter, même si toi, tu penses que tu peux le faire, il faut savoir écouter. Ensuite, si ce mec-là te dit, voilà, il pose les pour et les contre, il te dit ce qu'il y a et tout, bah voilà, après, tu fais toi-même. Puis aussi, il faut être lucide. Il faut être lucide. Il y a des styles, par exemple, dans le MMA, il y a des styles. Pierre peut battre Paul et moi je peux battre Paul, mais je perds contre Pierre parce Ouais. que c'est des questions de style. Et il faut accepter qu'il y ait des styles qui soient beaucoup plus gênants que d'autres, tu vois, pour certains combattants. Dès lors que tu acceptes ça, tu acceptes que bon bah ce style de combattant c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour que tu puisses briller en combat, c'est voilà, et du coup tu fais des stratégies d'évitement et voilà, tu vois. Affronter un pur lutteur c'est hyper compliqué, tu vois, y a rien de fun, et tu vois, même si tu sais que tu dois faire une décision, tu sais que ça va être dur et tout, et quand tu essayes de faire par exemple un combat spectaculaire, bah tu sais que tu ne veux pas affronter un lutteur, tu vois, ou du moins un mec qui fait que de lutter. Donc après, il faut avoir conscience de tout ça, faut avoir conscience de ses qualités, faut avoir confiance en son staff, faut savoir s'entourer des bonnes personnes, et puis voilà quoi. Puis après, faut se faire confiance aussi quand même, tu vois. Tu peux pas non plus tout le temps, parce que des combattants faciles, il n'en existe pas, tu vois. Donc, euh, Et donc c'est voilà. quelque chose que tu as fait, c'est-à-dire consciemment, il y a des moments où tu as dû écarter certaines personnes de ta vie ou de ton staff parce que tu voyais que soit c'était des yes man, soit c'est des personnes qui t'auraient tiré vers le bas. Bah, après, tu sais, c'est souvent le problème quand tu t'entoures de certaines personnes, le souci est de savoir où est le conflit d'intérêt. Moi, c'est surtout là que je vois que c'est pas un yes man, c'est pas quelqu'un qui me tire vers le bas, parce que personne veut te tirer vers le bas volontairement, tu vois. Où tu Mais utilisais, ouais, ouais. voilà, c'est ça, c'est comme aux échecs, tu vois. Il peut l'utiliser pour placer peut-être quelque chose derrière. On peut Ouais. te dire, vas-y, t'inquiète, c'est bien, mais en fait, tu viens de couvrir quelqu'un. Tu sais pas trop, tu vois, ce qui se passe. Il y a peut-être une orga qui t'a demandé et lui, il te dit, vas-y, mais il en a placé deux autres derrière.
Tu sais pas, bon après, il faut avoir confiance aussi, hein, je dis pas. Mais voilà, je pense que personne volontairement essaye de tirer quelqu'un vers le bas. Mais après, c'est comme dans tout dans la vie, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, faut se méfier, faut avoir du recul. Et il faut se méfier des personnes qui peuvent avoir comment dirais-je, des casquettes différentes, trop différentes. Tu vois, à un moment Mhm. donné, il y a des conflits d'intérêts et ça pose des questions. Et là, ce que je dis, c'est que c'est trop facile de mettre le combattant dans la peau d'une personne qui est infantile, tu vois, et qui doit être encadré par son entraîneur et son matchmaker. Et lui, c'est le pauvre combattant qui s'en... Non, le combattant, il a ses responsabilités aussi, tu vois. Il faut pas non plus. Voilà, il y a beaucoup de gens, je les vois, et ils sont combattants. Tu sais, ils sont bercés, tu vois. Non, tu vois, tes combattants, t'as jamais demandé de pas réfléchir ou de prendre du recul sur des situations, tu vois. Donc, ça excuse pas tout non plus, tu vois. On peut pas toujours se réfugier derrière les actions qu'on mène en nous disant oui, mais c'est lui qui m'a dit de. Donc, tu Ouais. vois, moi, j'ai toujours été quelqu'un de plus ou moins réfléchi et des fois, je prends du recul. Et puis aussi, après, il faut savoir, dans sa carrière, à des moments où ça va pas, peut-être qu'on engendre trop de défaites ou trucs comme ça, prendre du recul et dire bon bah il y a des choses qui fonctionnent pas, tu vois, soit il est temps pour moi d'arrêter, soit je retente quelque chose d'autre et structurer de manière différente, Mm. tout simplement. Eh ben, formidable. C'était le mot de la fin, toujours très sage. Enfin, merci beaucoup, Mickaël. Et puis, bah, à très vite, hein. Ouais, Pas grave. merci. Merci. Soit.